Egunon, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast sur la sorcellerie en Pays Basque, mais pas que. Avant de débuter ce nouveau chapitre, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mes pages Facebook et Instagram de la Marche des Sorcières, et surtout à visiter le site internet erialde-marche.com si vous souhaitez participer à la Marche des Sorcières, une randonnée pour en apprendre plus sur la sorcellerie en Pays Basque, entre Sarre et Sougara-Mourdi, ou pour participer à la nuit de Bacha Diaoun, une marche nocturne à la rencontre des contes et mythologies du Pays Basque. Et maintenant, parlons des sorcières. Dans notre précédent podcast sur les mystères de la langue basque, nous avons fini notre voyage au Canada, et plus précisément sur les terres du Québec. Et bien, comme promis, c'est dans cette fabuleuse contrée que notre aventure continue, avec l'une des histoires les plus célèbres du Québec, celle de la Corriveau. Les Basques, comme je vous le disais, s'opposeront et s'attaqueront frontalement à Samuel de Champlain lorsqu'il fondera la ville de Québec et le royaume de la Nouvelle-France. Les Basques organiseront même une tentative d'assassinat contre lui, avec l'aide de la nation iroquoise. Un assassinat raté qui déclenchera la colère du roi de France, Henri IV, et une vengeance sournoise sur le Pays Basque, une chasse aux sorcières. Malheureusement pour les Basques, rien n'arrêtera l'instauration de la Nouvelle-France et la colonisation de cette région par les colons français. L'histoire de la Nouvelle-France va durer un petit peu plus d'un siècle, de 1608 à 1759, date à laquelle l'armée britannique envahit le Québec et s'empare de la ville après la célèbre bataille des Plaines d'Abraham. C'est justement au cœur de cette période, qui marque l'annexion du Québec à l'Empire britannique, que va se dérouler la tragique histoire de la Corriveau. Mais qui est vraiment la Corriveau ? Certains Québécois ne connaissent que sa légende. D'autres ne connaissent que les comptines qui ont été écrites sur elle. Certains vous diront que c'était une empoisonneuse. D'autres vous diront même que c'était une sorcière. La seule chose que les Québécois ont tous en mémoire, c'est la cage. Cette cage dans laquelle elle fut exposée à la vue des habitants de la Pointe-Lévis après son exécution. Avant de vous dérouler cette histoire, je dois vous parler un petit peu de moi et de ma rencontre avec la cage de la Corriveau. Entre 2017 et 2019, je suis parti m'établir au Québec pour reprendre des études et travailler par la suite dans les parcs CEPAC du Québec. Le but étant pour moi d'acquérir une véritable connaissance de la nature et du guidage d'un public en forêt pour ensuite rentrer au pays et créer une randonnée dédiée aux sorcières de ma région, la Marche des Sorcières. Durant mes années au Québec, j'étais persuadé que je laissais les sorcières derrière moi justement. Et même si je continuais à travailler sur ma future création pour le Pays Basque, je profitais des grands espaces et des activités diverses que cette région pouvait offrir. C'est durant une soirée autour d'un feu de camp que l'on m'a raconté l'histoire de la Corriveau. Mes amis québécois étaient bien étonnés que je n'ai pas encore entendu parler d'elle. On me conseilla d'aller voir sa cage. Et quelques jours plus tard, au détour d'une visite au musée de la civilisation de Québec, je me suis laissé happer par cette curiosité macabre. J'ai compris à cet instant qu'où que j'aille, les histoires de sorcières semblaient me poursuivre. Tout naturellement, j'ai eu besoin de comprendre la Corriveau, humblement, comme je l'avais fait avec les sorcières du Pays Basque. Avant d'aborder la véritable histoire, permettez-moi de vous raconter sa légende, tout du moins l'une de ses nombreuses versions, celle que l'on m'a racontée. Jadis, dans les tavernes du Vieux-Québec, beaucoup d'ouvriers, de paysans, de marins se réunissaient jusque tard le soir autour d'un verre. On s'y racontait des histoires assez étranges, comme celle qui supposait que chaque nuit, des sabbats se déroulaient sur l'île d'Orléans. Peu de gens osaient s'y aventurer, mais certains qui étaient passés à ses abords en barque ou en bateau racontaient que dès le coucher du soleil, l'île se chargeait d'un épais brouillard, et qu'au cœur de ce brouillard, on pouvait voir apparaître des flambeaux, puis des créatures ignobles aux longues griffes, d'étranges squelettes qui se mettaient à danser avec les flammes et semblaient envoûter toute l'île. Ce soir-là, après bien trop de verres, le vieux François fut mis dehors par le tavernier. Il était tard. Toutes les échoppes de Québec avaient replié boutique.
En remontant les ruelles silencieuses, le vieux François entendit un chant, un murmure, venant de l'île d'Orléans. C'est notre terre d'Orléans, qui est le pays des beaux enfants. Tourlourd dans son alentour, Tourlourd dans son alentour. Venez tous les revenants, sorciers, lézards, crapauds, serpents. Tourlourd dans son alentour, Tourlourd dans son alentour. Venez tous les revenants, impies, athées et mécréants. Tourlourd dans son alentour, Tourlourd dans son alentour. Le vieux François se rapprocha des quais et aperçut au loin sur l'île le brouillard, les flambeaux et les squelettes dansant en cercle. Le vieux François se rappela qu'il avait surtout bu 8 bières et 5 whisky et se rassura. Tout ceci n'était que son imagination et il prit la route de son chez lui en titubant. Au bout de la rue, le vieux François devait passer devant la pendue, la Corriveau, cette sorcière que l'on exposait morte dans sa cage depuis des semaines. À chaque fois qu'il rentrait de la taverne, son sang se glaçait devant cette créature du diable qui pourrissait un peu plus chaque nuit. On racontait que cette femme avait empoisonné ses 7 maris et étouffé tous ses enfants. Lorsqu'il passa près de la cage, le vieux François entendit la Corriveau l'appeler. « Mon cher François, dit-elle, m'emmènerais-tu danser sur l'île avec mes bons amis ?» Juste après cela, François entendit de nouveau la mélodie des squelettes résonner dans la nuit. « Il est hors de question que je te conduise au sabbat, fille de Judas !» s'exclama le vieux François. Puis il se rappela qu'il avait surtout bu 8 bières et 5 whisky, et il se rassura. Tout ceci était son imagination. Il reprit la route de chez lui en titubant. Mais à peine eut-il fait un pas que la Corriveau s'adressa de nouveau à lui. « Mon cher François, emmène-moi danser. Il m'est impossible de passer le Saint-Laurent. Ce fleuve est béni et j'ai besoin de l'aide d'un bon chrétien. »« Passe comme tu pourras, satané pendu. Passe comme tu pourras. Chacun son affaire, » répliqua François. La sorcière, jusque-là courtoise, commença à devenir plus menaçante. « Mon cher François, si tu refuses de m'y amener en chair et en os, je t'étranglerai et je monterai sur ton âme pour me rendre au sabbat. » Sur ces mots, la Corriveau fit balancer sa cage, la décrocha de la potence et se jeta sur le pauvre François. Elle le saisit à la gorge et commença à l'étouffer. Le vieux François, envahi par la peur, se mit à courir, avec la cage sur le dos et la Corriveau agrippée à son cou. Dans sa course, il trébucha et se cogna violemment. Allongé sur le sol, il garda les yeux fermés, de peur de revoir la Corriveau. Il entendait autour de lui ce chant de l'île d'Orléans. « Venez tous les revenants, sorciers, lézards, crapauds, serpents, Tourlourd dans son alentour, Tourlourd dans son alentour. Venez tous les revenants, impies, athées et mécréants, Tourlourd dans son alentour, Tourlourd dans son alentour. » Ce n'est que lorsqu'il entendit les oiseaux chanter, annonçant l'arrivée du matin, que le vieux François se décida à ouvrir les yeux. À sa grande surprise, il était dans un pré, sur l'île d'Orléans, avec à ses côtés la cage de la Corriveau, vide. Effrayé, il prit soin de creuser une fosse et d'y enterrer la cage avant de quitter l'île. Les habitants de Québec s'étonnèrent de ne plus voir la cage au petit matin. Mais comme tout le monde était heureux de s'être débarrassé de la sorcière, personne ne chercha à comprendre où celle-ci avait pu être déplacée. Après cette histoire, le vieux François ne changea rien à ses habitudes. Chaque soir, il continua à se rendre à la taverne, mais il y but un peu moins de bière et beaucoup moins de whisky. Et d'ailleurs, plus personne ne vit de sabbat se dérouler sur l'île d'Orléans après cette étrange nuit. Marie-Joseph de Corriveau va naître au début des années 1733, en Nouvelle-France, dans le village de Saint-Vallier, près de Québec. Fille de Joseph Corriveau et Françoise Bolduc, des 11 enfants du couple, elle sera la seule à atteindre l'âge adulte. Tous seront décimés par la faim, la maladie, les hivers rudes et les guerres. Le petit village de Saint-Vallier, Marie-Joseph ne va jamais le quitter. En novembre 1749, elle s'y marie, alors qu'elle a tout juste 16 ans.
Les noces de Marie-Joseph de Corriveau et de Charles Bouchard, un agriculteur de 23 ans, égayent quelque temps la vie des habitants de Saint-Vallier. Marie-Joseph et Charles vont avoir par la suite 3 enfants, Marie-Françoise, Marie-Angélique et Charles Petit. L'histoire garde malheureusement des zones d'ombre, mais en avril 1760, Marie-Joseph devient veuve. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'entre 1754 et 1759 se déroule la guerre de la conquête, l'arrivée des navires britanniques sur le Saint-Laurent qui vont remonter le fleuve et installer petit à petit leur suprématie, en terrorisant au passage les habitants de la Nouvelle-France. Cette remontée du fleuve s'achèvera par la prise de Québec et la bataille des Plaines d'Abraham, qui soldera la fin de la Nouvelle-France. Charles Bouchard aurait fait partie de la milice française. Est-il mort sur l'une des batailles ? Fut-il prisonnier puis exécuté ? Nul ne le sait. Marie-Joseph participe à la défense de la colonie, comme beaucoup d'autres femmes, en allumant des feux le long des rives du Saint-Laurent pour prévenir les troupes françaises des mouvements de la flotte britannique. 15 mois après la mort de Charles Bouchard, Marie-Joseph se remarie et épouse Louis-Étienne Daudier durant l'année 1761. Daudier rachètera ainsi les terres de Charles Bouchard et permettra à Marie-Joseph de rester sur le domaine, puisqu'à cette époque, les femmes ne pouvaient être ni héritières ni propriétaires. En décembre 1762, en pleine nuit, Marie-Joseph frappe à la porte de son oncle et lui demande de l'héberger. Marie-Joseph subirait de mauvais traitements de la part de son époux. Les tuniques rouges britanniques, qui gèrent l'ordre dans la région, ordonneront néanmoins le retour de Marie-Joseph dans sa maison, après sa confession. Le matin du 27 janvier 1763, des habitants de Saint-Vallier vont retrouver Louis-Étienne Daudier, mort dans sa grange. Louis-Étienne aurait reçu plusieurs coups, que l'on attribuera dans un premier temps à la ruade de l'un de ses chevaux, qui l'aurait violemment frappé à la tête. Mais rapidement, les habitants de Saint-Vallier vont commencer à en douter et vont accuser Joseph Corriveau, le père de Marie-Joseph, d'être l'auteur du crime. Les habitants rapporteront aux autorités britanniques que les 2 hommes se détestaient viscéralement et qu'ils avaient été témoins à plusieurs reprises de violentes disputes. Joseph Corriveau est arrêté pour meurtre, mais 1 mois plus tard, c'est Marie-Joseph qui est aussi appréhendée pour complicité de meurtre. Père et fille se retrouvent enfermés dans la redoute royale sur les anciennes fortifications de Québec, transformées en prison. Le procès des Corriveau va se tenir entre le 29 mars et le 9 avril 1763, au sein du couvent des Ursulines, devant 12 officiers anglais sous la présidence du lieutenant Roger Morris. Joseph Corriveau est déclaré coupable et condamné à mort. Marie-Joseph est déclarée complice et doit recevoir 60 coups de fouet en place publique et être marquée au fer rouge de la lettre M pour meurtre sur la main. La veille de son exécution, Joseph Corriveau se confesse au révérend père Augustin-Louis de Clapion et lui avoue n'avoir été que le complice de sa fille dans le meurtre de Louis-Étienne Daudier. Marie-Joseph est réinterrogée en urgence et mise face aux déclarations de son père. Elle va alors changer totalement sa version des faits et reconnaître le meurtre de son époux, de 2 coups de hachette dans la tête pendant son sommeil, rappelant aux officiers britanniques que celui-ci la maltraitait. Marie-Joseph se retrouve alors accusée de parjure et de meurtre. Elle est condamnée, après le second procès, à être marquée au fer rouge, en plus de la lettre M, de la lettre P, pour parjure sur son autre main, fouettée en place publique, puis pendue enchaînée à la vue de tous. Pendue enchaînée, cela signifie que Marie-Joseph sera suspendue dans une cage faite à sa taille après la pendaison. Une cage se fermant à la base du crâne, du cou, des bras, du bassin et des jambes. Marie-Joseph est pendue le 18 avril 1763, près des Plaines d'Abraham, sur l'actuelle colline parlementaire de Québec. Quant à Joseph Corriveau, ses charges seront abandonnées et il sera relâché.
Après l'exécution, comme cela avait été demandé par le gouverneur Murray, le corps de la Corriveau fut emmené sur la pointe Lévis, au carrefour de plusieurs routes. Il fut exposé sur sa potence, enfermé dans sa cage, à la vue de tous les Québécois. On raconte qu'elle y resta au moins 5 semaines, terrorisant ainsi les habitants qui, ne connaissant pas tous son histoire, commenceront à raconter les choses les plus farfelues à son encontre, entre autres son statut d'empoisonneuse de mari et de sorcière. Certains raconteront l'avoir vue sortir de sa cage la nuit, quand d'autres assureront l'avoir entendu crier et faire des incantations. Après l'autorisation du gouverneur Murray, les habitants, agacés de devoir quotidiennement subir ce spectacle macabre, se décideront à la décrocher eux-mêmes et enterreront la pauvre femme dans le cimetière de l'église Saint-Joseph à Lévis. Le fait que l'histoire de Marie-Joseph de Corriveau parvienne jusqu'à nous avec autant de détails est un petit miracle, car les contes, les chansons, les romans et j'en passe ne feront que déformer son histoire au fil des siècles, jusqu'à même remettre en cause son existence historique. Ce n'est qu'en 2014 que Marie-Joseph de Corriveau sera reconnue comme personnage historique du Québec par son village natal de Saint-Vallier. Si l'histoire de Marie-Joseph a autant alimenté l'imaginaire québécois, c'est aussi grâce à un objet qui va refaire surface et passionner l'Amérique du 19e siècle, la cage dans laquelle elle fut enfermée. C'est en 1851 que la cage de la Corriveau, ainsi que quelques ossements, vont être retrouvés dans le cimetière de l'église Saint-Joseph au cours de quelques travaux d'agrandissement. Dans un premier temps, la cage de la Corriveau va être exposée dans la sacristie de l'église, attirant de plus en plus de curieux et faisant au passage renaître les légendes sur la Corriveau, dans une époque qui se passionne pour le monde occulte et qui est en plein cœur du courant romantique. Des investisseurs de l'époque vont alors y voir un intérêt commercial. La cage va partir dans un musée de Montréal, puis va ensuite continuer son voyage jusqu'à New York. C'est là-bas que cette cage va croiser la route du célèbre Phineas Taylor Barnum, homme de spectacle le plus influent de son époque. Il se passionne pour la cage et en fera l'acquisition. La cage de la Corriveau rejoint alors la collection des bizarreries de Barnum, dans son musée Barnum's American Museum, en plein cœur de Broadway. Malheureusement, l'établissement brûle en 1865. C'est l'associé de Barnum, Moises Kimball, qui la récupérera après la tragédie sans pour autant réussir à identifier l'objet. Les autorités québécoises penseront la cage de la Corriveau perdue à jamais après l'incendie du Barnum's Museum. Il faudra attendre 1899 pour revoir la cage. Les héritiers de Kimball feront don de la cage à la ville de Salem, dans le Massachusetts. Elle sera exposée au public dans plusieurs muséums de Salem jusqu'au milieu du XXe siècle, laissant supposer que cette cage avait servi à torturer une sorcière. Claudia Mendes, guide touristique et membre du conseil d'administration de la Société d'histoire régionale de Lévis, à Québec, va retracer les voyages de cette cage, en espérant la retrouver. C'est elle qui, en 2011, la reliera à cette cage de la sorcière, exposée à Salem. À l'automne 2013, la cage est réexpédiée à Québec pour être authentifiée. C'est un événement pour tous les Québécois. Elle sera brièvement exposée au public, à Lévis, avant de partir subir des analyses et expertises durant 2 ans. Le 26 octobre 2015, tout le Québec est tenu en haleine. Les scientifiques annoncent avec émotion que la cage est bien celle dans laquelle fut exposée Marie-Joseph de Corriveau en 1763. La cage de la Corriveau devient donc la propriété du Musée de la civilisation de Québec, où elle est désormais exposée, durant de courtes périodes cependant, pour stabiliser sa dégradation due à la corrosion du fer. La Corriveau, personne ne connaîtra malheureusement les tenants et les aboutissants de son histoire. Tueuse, sorcière, victime, aujourd'hui plus que jamais, son histoire reprend toute sa place. La Corriveau devient une figure féministe, un porte-drapeau contre les violences faites aux femmes et les féminicides. Sans comprendre l'entièreté de son histoire, elle continue de déchaîner les passions et d'alimenter l'inconscient collectif.
Pour notre prochaine aventure, nous repartons ensemble sur les bateaux depuis Terre-Neuve et en direction du Pays Basque. L'océan aussi est source de nombreuses légendes pour les marins de l'Euskal Herria. Nous allons justement faire ce voyage à travers les légendes marines à leur côté. Des histoires de tempêtes, de sirènes, de kraken et aussi de sorcières. Mais tout ça, nous en parlerons dans mon prochain podcast.